Bonjour tout le monde. Je vais moins vous parler de la partie recherche comme mes différents collègues. Je vais plus vous montrer en fait la vie d'un chercheur à un instant T. Et donc, bien sûr, je suis enseignant chercheur. J'ai fini ma thèse en 1995. Donc, je ne vais pas faire comme toi, Julien, remonter année par année, parce que sinon, on n'aura pas le pot juste après. Ça ne va pas le faire. Mais par contre, dès la seconde, je me souviens en seconde, 1981 ou 82, je tombe sur une revue en fait Sciences et Vie, qui est toujours là d'ailleurs, et qui montre une main pour handicapés. Et je me dis, tiens, je veux travailler là-dedans. Donc je passe mon bac, alors plutôt même un bac plutôt de mécanicien pur, parce que je voulais construire des choses. Donc après, je passe sur un BTS, parce que je voulais pas trop m'éloigner, j'étais en région parisienne, je voulais pas trop aller à l'université tout de suite. Et après mon BTS, donc je débarque ici, en Lorraine, parce que c'est une des seules licences à l'époque qui acceptait de prendre des BTS directement en licence. Il fallait pas refaire la deuxième année de DUG. Sinon, il fallait que j'aille à Valenciennes. Bon, ça m'intéressait un peu moins. Quoique pour moi, Valenciennes et la Lorraine, vu de Paris, c'était à peu près pareil. Donc je fais une licence, une maîtrise, un DEA, et il y a un sujet de thèse qui est directement dans ce que je voulais faire, qui est en fait de fabriquer un robot mobile pour personnes handicapées moteurs. Et donc je fais ma thèse là-dessus. Alors c'est très recherche appliquée. La recherche fondamentale dans le monde du handicap, je ne suis pas du tout médecin, mais par contre, nous, on fait de l'application. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est développer en fait, des systèmes qui soient adaptés aux besoins des personnes et de les tester en situation réelle pour après, justement, en distribuer et puis en faire bénéficier un maximum. Donc, en fait, je vais vous parler en vous montrant ma signature de mail pour voir les différentes fonctions qu'on peut avoir. Alors, je vous ai chanté tous les numéros de téléphone, etc. Alors, un des avantages, c'est qu'en fait, on n'est jamais là où on vous cherche. Ça, c'est quand même un avantage. Donc, je suis actuellement chef du département GMP. J'étais adjoint depuis 2016. Depuis 2 ans, maintenant, je suis chef. Je suis depuis 3 ans gestionnaire du site Saulcy. Je vous expliquerai ce que c'est. Je suis maintenant responsable du tiers-lieu Lapcité de l'IUT de Metz. Et au bout du bout, avec tout ça, je suis toujours, donc, bien sûr, enseignant, enfin chercheur au laboratoire Elcoms dans une équipe, mais je vous en parlerai juste après. Alors, en termes d'enseignement, moi, mon but, puisque là, je suis dans un IUT, ce que tu disais, Julien. Alors pour le coup, ceux qui arrivent en mécanique, j'espère que normalement, ils sont tous un petit peu motivés. Alors je vous passe un petit peu les cours que je peux faire, un petit peu dits traditionnels. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est dans la réforme du but, maintenant on va jusqu'en 3e année, hein, il y a L1, L2, L3, et il y a des SAE. Des SAE, ce sont des situations d'apprentissage et d'évaluation. Alors c'est tout beau. C'est en fait faire travailler les étudiants en mode collaboratif sur un projet un petit peu concret, industriel. Et moi, c'est ce que vraiment j'adore faire avec eux, parce que ça leur permet de déjà concrétiser des choses, surtout si en plus c'est des demandeurs qui viennent de l'extérieur. Et puis du coup, ça va les attraper, et j'espère qu'un jour, ils vont vouloir continuer leurs études, aller en master, en thèse, etc. Donc pour l'instant, je travaille, je dirais, à la base. Quand je fais mes cours en SAE, et on fait pas mal de projets, et moi, ce que j'aime bien dans toutes les fonctions que j'ai, c'est d'aller discuter avec les gens et de faire des rencontres. Il y a des personnes que, étant en sciences... Alors, au début de mon discours, je dis toujours que je suis en sciences dures, contrairement, alors le contraire de dur, c'est mou, donc sinon c'est les sciences molles. Et là, tout de suite, je vais en choquer. Donc, en fait, moi, je fais des sciences inhumaines, et vous faites des sciences humaines. Mais j'aime bien mélanger les deux. Et donc, je fais des rencontres, et on crée des projets, et d'ailleurs, il y en a un qui est fixé juste là, derrière la BU. On a développé, donc à l'IUT, ici en GMP, des supports de réparation vélo. Ça, c'est un projet qui vient, en fait, d'une des directions, en fait, centrales de l'université, qui voulaient en acheter, on peut les fabriquer, et en fait on a une roue un petit peu sympathique, du coup, c'est que nous on vous les réalise, mais vous m'achetez du matériel. Parce qu'il y a l'argent pour la recherche, mais il y a aussi l'argent pour l'enseignement, et quand on est en mécanique, ça coûte cher. Je manipule quelques milliers d'euros de temps en temps, quoi. Et donc ça a vraiment motivé les étudiants, et on a pu le faire, et du coup ça enclenche tout de suite plein de choses. Et après, du coup, on est submergé par des demandes, mais bon, c'est ça qui est intéressant. Et on est de plus en plus spécialisé en projets, en ce qu'on appelle du mécano-soudé. On fait du mobilier. Vous allez voir, dans pas longtemps, il va y avoir des petites cahutes, des petites cabanes qu'on va déposer au milieu du campus. Là, la première, elle est sortie, mais il faut avoir le courage de traverser tout le campus. Elle est dehors. Donc c'est avec des étudiants qui adorent, en fait, venir travailler là-dessus, parce que concrètement, ils font quelque chose. Ce ne sont pas des projets dits poubelles où à la fin, on le jette. Et ça montre que, du coup, on arrive à faire des choses concrètes. Et après, ils me demandent, vous venez d'où, vous avez fait quoi? Je leur raconte mon parcours, ça donne, j'espère déposer la petite graine, puis un jour ça va servir. Peut-être pas sur tous, mais bon. En termes de recherche, on fait des projets des fois un petit peu bizarres.
Ça, c'est, alors je vous le montre parce que c'est un peu rigolo. Ça vient du CNRS. Ce sont des boîtes à blob. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le blob, l'organisme monocellulaire. En fait, Thomas Pesquet, il est parti avec ces boîtes-là quand il était dans l'espace, et il y a eu un projet CNRS dans les écoles primaires où il devait fabriquer cette boîte et faire les mêmes expériences que faisait Thomas Pesquet dans l'espace, sauf qu'il le refaisait dans les écoles. Il y a 2-3 écoles aux alentours qui voulaient bien jouer avec, sauf qu'ils ne savent pas fabriquer. Et donc, comme ils connaissaient maintenant la possibilité de fabriquer des choses, on a développé des boîtes, des supports de boîtes, etc. Et donc, ça a permis aux étudiants, enfin aux élèves pour le coup, de travailler avec. Donc, c'est le genre de projet en fait que j'adore faire avec mes étudiants parce qu'il y a tout de suite un but. Et c'est complètement ouvert. Alors, c'est sûr qu'on pourrait se dire mécano soudé, c'est de l'industriel, c'est vraiment l'image d'Épinal qu'on a. Ben non. À un moment, on s'est fait appeler par En fait, sur l'université, on a le 1% d'œuvres artistiques. Il y en a plein sur le campus. Je crois qu'il y en a 9 sur le campus, dont une qui était l'escalier, qu'on n'avait plus le droit d'approcher parce qu'il tombait en ruine, et il fallait le réparer. Alors, réparer une œuvre artistique, c'est tout de suite compliqué et très cher. Je ne vais pas vous dire le montant que l'artiste a demandé pour le réparer. Donc, ils sont venus nous chercher. J'ai dit, mais moi, je peux le réparer. Et avec des étudiants, parce que si je fais quelque chose, je ne suis pas un industriel en fait. Moi, j'ai envie de faire travailler mes étudiants. Si je n'ai pas d'étudiants avec moi, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est les étudiants qui font, et on a mis des étudiants qui ont commencé à réparer. Et là, tout de suite, c'est une problématique, parce que souder dehors, ce n'est pas la même chose que souder dans un atelier. Donc ils voient, et ça les a un petit peu perturbés. On a réussi à le réparer. Bon, maintenant, il faut le mettre en peinture, mais ça, c'est pas nous qui allons le faire. Parce que rien que la qualité de la peinture et la couleur de la peinture, quand vous discutez avec des artistes, des fois je dis c'est pas très rationnel, mais on n'a pas le choix, c'est lui qui a raison. Contrairement au designer où on peut discuter un peu pour lui expliquer que non, là ça tiendra pas du tout, il faut que tu changes. L'artiste, c'est pas possible. Mais c'est ça qui est un challenge aussi. Et donc leur montrer que la mécanique, ça peut ouvrir un champ incroyable. Donc on fait ce genre de système. Un des derniers en date, il était la semaine dernière. Pour le festival 360 pour les étudiants, c'est un support de parapente. En fait, un étudiant, Théo, là, il a conçu en fait complètement le support de parapente. On s'assoit sur une sellette, vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous décollez et vous volez. Donc, alors, si vous volez plus de 20 minutes, quand vous mettez les pieds au sol, tout le monde est malade pendant 1 heure. Il y a Pierre de Gotte qui l'a essayé. J'ai mangé avec lui. 1 heure après, il était toujours comme ça. Il dit non, mais je me sens quand même pas bien, quoi. Mais bon, c'est rigolo. Toujours une poubelle à côté parce que quand on a le mal de mer, on vomit. Et on a même mis le petit ventilateur pour faire semblant. Donc on pousse le bouchon un petit peu loin, et cet appareil-là, on ne va pas le stocker, nous, ad vitam aeternam, en GMP, il va partir au SUAPS, puisqu'ils font une initiation parapente, donc ça va leur permettre de faire... Donc la roue se boucle. Alors, sur mes autres enseignements, là, parce que j'enseigne à la fois à l'IUT et puis dans certains masters, là par contre, j'applique directement ce que je fais en recherche. À l'IUT, c'est un petit peu plus compliqué. C'est juste, je plante la graine et puis j'espère. Et peu importe d'ailleurs où ils vont aller faire leur domaine de recherche, c'est pas mon problème, du moment qu'ils continuent plus loin. C'est ça mon but. Maintenant, dans les différents masters, au niveau master ergonomie, en SHS, il y a le master ISHM qui est à la CIFA, et il y a aussi le master A3 heures qui est à la CIFA. Là, c'est plus leur montrer comment le côté un peu sciences inhumaines arrive à faire des aides techniques, puisque mon domaine de recherche est dans les aides techniques, et essentiellement les aides techniques à la communication. En fait, c'est d'aider des personnes handicapées moteurs, fortement handicapées moteurs, type Lock-in syndrome, maladie de Charcot, Parkinson maintenant. Et on les fait travailler sur, c'est toujours des échanges d'images, si c'est des enfants qui ne savent pas lire, et on essaye d'informatiser ça et de voir un petit peu les différentes problématiques pour arriver à des appareils, parce que maintenant c'est vrai qu'avec l'informatique c'est quand même un peu plus simple que de manipuler tout un gros classeur d'images, quoi. Donc on développe des systèmes comme ça, et je fais travailler les étudiants pour qu'ils prennent conscience aussi de toutes les questions qu'il faut se poser lorsqu'on développe une interaction homme-machine, et quand l'homme est souvent une personne à besoin spécifique. Parce que maintenant dire personne handicapée, c'est... Mais les personnes handicapées disent personnes handicapées. Alors, travail varié, hein. Donc il y a l'enseignant et il y a toute la partie gestion, administration, on en a tous parlé. C'est clair que, alors maintenant je suis chef du département GMP, alors ça fait quand même, il y a 36 enseignants à gérer avec les personnels. Alors c'est un département un peu particulier parce qu'il y a un atelier de 2500 mètres carrés, donc tout de suite ça rajoute une petite dose. On gère du coup le budget, hein, ça va comme je dis toujours... je ne vais pas vous le dire vraiment, mais de l'achat du stylo jusqu'à l'achat de machines à 500 000 €. Donc on fait quand même un grand écart. Mais du coup, pour avoir 500 000 €, ben on ne les a pas comme ça. Hein. C'est pas l'État, et puis l'université n'a pas les moyens. Donc recherche de financement, essentiellement des appels d'offres, essentiellement régionales, avec l'Eurométropole, la mairie, etc. Et le fait de faire d'ailleurs plein de petits projets qui commencent à se faire savoir, c'est beaucoup plus facile, les portes elles s'ouvrent toutes seules. Limite, ils viennent nous chercher.
Et donc ça permet de mettre à jour aussi du coup tout le matériel. Là, on vient de terminer d'installer une grosse partie de l'atelier. Et donc c'est aussi bien de faire travailler les étudiants sur l'ensemble des machines un petit peu up-to-date, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Une compétence qu'il faut aussi développer, c'est la gestion du personnel. Je n'ai jamais été formé à faire du management. Donc il faut avoir le sens de l'écoute, et des fois c'est pas simple. Et à l'université, il y a de tous les niveaux. Donc des fois c'est compliqué. Bien sûr, une gestion pédagogique, on ne se rend pas compte. L'enseignant de base, entre guillemets, il fait son cours, il ne se pose pas trop la question qui a fait vraiment les emplois du temps, etc. Mais quand on est de l'autre côté, il faut tout mettre en œuvre, et ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. On est tous à peu près à 90% actuellement. Je pense que des fois c'est plus. Mais bon, donc voilà, il faut faire. Et donc ce que je dis au final, c'est que en fait, je suis un chercheur de solutions. Il y a des problèmes, il faut trouver une solution. Et là, c'est dans l'humanitaire, donc c'est tout de suite. Mais moi, j'aimerais bien faire de la politique à long terme. Mais bon, on essaie de faire les deux. Oui, une petite pub pour le GMP, parce que le nouveau logo de l'IUT, c'est des étudiants en fait qui m'ont proposé. Notre logo avait 10 ans, et avec la réforme du but, monsieur, allez hop, et ils nous ont fait avec le Graouli qui va bien, donc avec la ville, et ainsi de suite. Donc ça, j'aime bien, le partage. Alors, pour avoir une idée, parce que bon, il y en a qui me connaissent bien, ils savent où c'est, mais c'est vrai que sur le campus, on a une usine complète. Donc derrière l'ancienne ENIM, la BU est ici. Ici, vous avez là, ça c'est 2500 m² remplis de machines. On peut fabriquer pratiquement tout. On intègre d'ailleurs aussi un Graoulab, et puis il y a la partie bâtiment qui est actuellement en travaux. Donc ça fait aussi partie du quotidien d'un chef de département de gérer un peu les travaux. Comme je suis délocalisé par rapport à l'antenne de l'IUT, c'est un peu moi qui m'occupe, on ne va pas dire de fermer les portes le soir, mais presque, mais de gérer tous les problèmes de travaux, les chantiers qui sont là. Alors comme j'avais cette compétence, sur le SOLCI, il y a toujours besoin d'un gestionnaire de site. Un gestionnaire de site, c'est une personne qui fait un petit peu l'interface politique entre le service technique de site, qui est un service il y a un service de reprographie, sauf que ça existe sur l'université. D'ailleurs, il est situé par là-bas. Donc il y a des personnes qui sont là pour faire en fait les maintenances dites de premier niveau. Vous avez une fuite d'eau quelque part, une fenêtre qui ne se ferme pas, et ainsi de suite. Il faut le faire réparer. Un problème de prise électrique, un problème de réseau, et ainsi de suite. Et la possibilité, donc il faut les réparer le plus vite possible, parce que sinon ça s'arrête. Nous, il y a les étudiants qui sont là, il ne faut jamais oublier ça. Souvent, il y en a quand même qui oublient qu'il y a un peu des étudiants, mais il y a les étudiants. Et donc, on travaille quand même pour eux. Et puis, la possibilité, s'il y a le temps, de faire aussi des petits travaux du style rénovation de peinture d'une salle de cours, etc. Mais ça, suivant le personnel qu'on a, c'est faisable ou pas. Donc, il y a une priorité à faire, c'est un peu compliqué. Et il y a une grosse partie, parce qu'on est quand même sur un bâtiment, enfin, sur des bâtiments, le SOLCI, c'est 93 000 m² quand même. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, ça fait beaucoup. Et donc il y a la sécurité bâtimentaire. Comme on accueille du public, et ici par exemple dans ce bâtiment-là, on n'est pas dans la pire des situations, mais presque, c'est du public qui vient de n'importe où. Et en plus on est sur un site qui est complètement ouvert. Le week-end il y a de la vie, le soir il y a de la vie, on ne le contrôle pas. Et donc il faut maintenir tout ça, et on n'a pas le choix de ne pas le faire. Ce n'est pas possible d'avoir un bâtiment qui ne peut pas tenir à l'arme incendie, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça complexifie. Mais l'avantage, c'est que ça me permet de découvrir plein de problèmes et plein de monde. Et à la fin, c'est quand même toujours chercheur de solutions. Il faut trouver des solutions. Parce que bon, on connaît tous la phrase, on cherche des chercheurs et on trouve beaucoup des chercheurs, enfin bon, je ne sais plus. Mais moi, je trouve des solutions. Une autre responsabilité, parce qu'au bout d'un moment, un des problèmes, c'est que vous avez une responsabilité, ça marche. On vous en colle une deuxième, ça marche. On vous en colle une troisième, ça commence à marcher, mais c'est bien. Et il y en a une quatrième qui arrive et qui est là pour le coup intéressante. En plus, je suis un petit peu à l'origine, et puis j'aime bien ça. Et du coup, on a l'impression qu'on peut tout faire. Donc au bout d'un moment, on est un petit peu perdu, mais bon, on ne lâche pas l'affaire. On a créé à l'IUT un tiers-lieu qui s'appelle l'Apcité, et qui est vraiment, pour le coup, au centre de la ville, et qui veut vraiment être en fait une sorte de cité numérique qui va regrouper tout le savoir-faire. Alors un peu plus orienté, parce que c'est aussi un peu ma tasse de thé, un peu sur la partie mécanique, mais je veux quand même l'ouvrir. On a une belle salle de formation qui va permettre, c'est l'espace un petit peu de formation, qui est complètement modulaire, qu'on peut réserver. Il y a déjà des gens qui l'ont réservé ici, il suffit de me demander. On a un peu une priorité au département GMP, mais du coup, si vous ne le connaissez pas, il faut venir, parce qu'après, vous allez tous venir faire vos séminaires chez moi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça m'intéresse, parce que du coup, je montre à mes étudiants qu'il n'y a pas que les mécaniciens, il y a aussi tous les autres autour. Et donc, dans ce tiers-lieu, on a la possibilité, via l'espace de créativité, donc c'est vendeur, mais en fait, c'est un Fab Lab, parce que c'est un vrai Fab Lab. Il y a le Graoulab qui était situé à Blida, et maintenant, ils sont directement chez nous. Donc, il y a un vrai Fab Lab qui est ouvert avec ses horaires propres.
Il ne peut pas rentrer chez nous tout seul, hein, il a quand même, c'est un petit peu fermé. Mais par contre, j'ai des étudiants qui peuvent très bien en fait, travailler dans ce Fab Lab et on fait des projets avec eux. Et c'est ça le but. Et là, ça part dans toutes les directions. Par exemple, un projet actuellement, on travaille pour les blaireaux. Je parle du blaireau, l'animal, hein, parce qu'il y a un gros problème en fait. Alors, je ne sais plus trop le nom de la maladie, mais il est porteur de la maladie, alors je ne sais plus laquelle, qui se transmet aux vaches. Donc en fait, il faut soigner le blaireau. Pour soigner un blaireau, c'est 20 kilos, des grosses dents, il mange presque l'acier, c'est compliqué. Donc on développe en fait une boîte qui va lui distribuer des petites pastilles qui sont en fait comme de la cacahuète un peu écrasée avec du miel, parce qu'il adore ça, et dedans il y a le vaccin pour soigner le blaireau. Mais il ne faut pas qu'il mange ça tous les jours, il n'a que le droit qu'à sa dose une fois par semaine. Et donc nous, on va fabriquer la boîte qui va résister aux attaques du blaireau. Ça amuse les étudiants et ça marche. C'est en fait avec le laboratoire qui a Nancy en fait sur la rage, c'est eux qui travaillent dessus. Mais j'ai connu ça parce que c'est quelqu'un qui est au Grau Lab. Alors on voudrait après, une fois qu'on commence à rêver, il n'y a plus de limite. J'aimerais bien un jour faire un café solidaire qui soit complètement au fond parce que c'est sympa. En plus, on est juste derrière le plan d'eau, on ouvre, on peut s'en servir pour faire salle d'exposition. Alors je ne vais pas faire de la concurrence, hein, t'inquiète pas. Et tu viendras quand même chez nous. Et plus un café, et ça mélange pour drainer en fait, c'est ça le but. On a un bel atelier avec la halle de technologie et on fait des petits ateliers avec les étudiants, les élèves et les écoliers pour tout de suite dans l'idée de je plante ma graine pour les faire venir le plus vite possible et leur dire tiens à l'université je peux faire ça et puis ainsi de suite. Parce qu'il y a quand même tout un tas, on est en Lorraine, il y en a qui se disent l'université pour moi c'est inaccessible, c'est pas possible. Alors qu'en fait si. Donc voilà pour la partie, on va dire, responsabilité, enseignement. Alors en termes de recherche, moi je travaille donc, au laboratoire Elcoms. Dans l'équipe Enosi, c'est plus spécifiquement sur la partie aide à la personne. Moi, ma tasse de thé, c'est vraiment ça, développer des interfaces adaptées aux besoins. Je vous ai mis la liste des mots-clés. Alors dans mon jargon, on appelle ça CAA, communication améliorée et alternative. Essentiellement, on va repermettre aux gens qui ne peuvent pas du tout communiquer, mais qui ont le cerveau qui marche à 100%. Donc c'est un syndrome, typiquement si je prends le Lock-in syndrome, un des plus connus c'était, comment il s'appelait, Jean-Paul Bobier, celui qui a écrit Le Scaphandre et le Papillon. Donc il y a eu un film, mais il a écrit le livre, et le livre c'était un petit peu compliqué à écrire, parce qu'il n'avait aucun appareil. Pourtant lui il avait de l'argent, hein, c'était le rédacteur en chef du magazine Elle, c'était pas une question d'argent, mais il avait quand même une orthophoniste qui tous les jours venait puis lui donnait A, B, C, D, E. C'est peut-être pas vraiment cet alphabet-là, parce que ça sert à rien de dire A, B, C. Dans la langue française, c'est pas le A qui arrive le plus vite, c'est le E. Donc il y a un alphabet. Et donc lui, il avait enregistré toute la nuit le texte par cœur de ce qu'il voulait qu'elle écrive. Donc ça va bien. Et puis de toute façon, il ne faut pas casser le lien humain. Mais à l'époque, on avait développé un logiciel de communication il aurait pu l'écrire la nuit s'il le voulait, quoi. Et voire rallumer la télé, parce qu'à l'époque, il y avait un match de foot, et il le décrit dans son livre, où le veilleur, il regarde, il voit le patient, il voit de la pub, hop, il éteint la télé. Pas de bol, c'était la mi-temps. Ouais, il n'a pas pu lui dire stop pour allumer la télé. Donc avec ce genre d'appareil, on arrive à redonner de la communication, et après, ça change. Et tout ce que je fabrique, et ça, c'est parce que pendant ma thèse, j'ai connu en fait Éric Brangier, qui est psycho-ergonome, et donc j'ai suivi aussi ses cours, et puis on a travaillé ensemble après sur le logiciel, parce que moi je viens des sciences inhumaines, lui il est dans les sciences humaines, et donc il faut que je me rapproche. Je suis de la section 61, c'est vraiment informatique, industrielle, enfin réseau. L'humain il est loin, il est très loin, alors que moi je suis plutôt dans le bord du V et pas dans le bas du V. Ça m'intéresse de travailler avec l'homme. Et donc, depuis que j'ai connu Eric, tout ce que je le fais avec cette méthode-là, qui est une méthode CCU, conception centrée sur l'utilisateur. Si on ne connaît pas son utilisateur, ça ne sert à rien de développer quoi que ce soit. Et dans tous les laboratoires qui travaillent dans ce monde-là, s'ils ne sont pas en contact avec les utilisateurs, c'est peut-être magnifique, c'est un beau joujou, mais ça reste sur l'étagère. Il faut que l'utilisateur soit toujours, dès le début en fait, de la conception, parce que sinon ça ne passera pas. D'accord ? Et du coup, moi, je fais de la recherche appliquée pour le coup. Alors, c'est clair, qu'est-ce que je fabrique réellement? Alors actuellement, plus grand-chose, parce que je fais trop d'autres choses, mais ça, c'est pas grave. J'ai fait, et puis je vais en refaire, c'est plutôt dans le développement en fait, d'applications mécatroniques, parce que l'informatique, c'est bien, mais à un moment, il faut bien sortir du système, c'est pas un ordinateur, il faut aussi piloter des choses. Donc c'est bien de faire aussi de la mécanique et de l'électronique mélangée. Alors hop, c'est mécatronique, attaché avec des applications qui sont dédiées. Alors j'encadre bien sûr des étudiants de master plus souvent. La thèse, j'ai plus le temps, parce que ça ne sert à rien d'encadrer un thésard et de le laisser tout seul, ça c'est pas possible. Recherche de financement, comme tout le monde, on est un petit peu partout. Alors maintenant je suis plus en termes de consultant, en fait, on me pose des questions, puis je réponds avec l'expérience que j'ai, c'est plus moi qui rédige, parce que de toute façon j'ai pas le temps.
Ça ne marche pas. Par contre, je continue de participer, et c'est ce que disait Clotilde. Je n'ai jamais lâché en fait la recherche parce que je suis toujours dans des projets. Et notamment, on a des projets depuis 2009 avec le Brésil, et j'y vais une fois par an. Et donc, on a deux projets successifs, ce qui nous permet en fait de continuer de faire de la recherche, de communiquer avec des collègues qui sont dans d'autres laboratoires. Et puis après, c'est la roue, elle tourne. Et puis après, on est connu, puis on est demandé sur d'autres projets, etc., quoi. Puis bien sûr, à la fin, il faut quand même faire des publications, sinon, de toute façon, on se fait taper sur les mains et les doigts. Et donc, je suis toujours aussi là, un chercheur de solutions. Alors, actuellement, par exemple, on a développé, et je reviens à ce que disait aussi Sébastien par rapport aux jeux, donc il y a tout le domaine des jeux sérieux, les serious games, et on développe un jeu qui s'appelle Rehabilitation, pour avoir le jeu de mots billes pour abeilles, parce qu'en fait, on a développé une interface qui est en fait un jeu en réalité virtuelle. Alors le projet, c'est avec le Brésil. Alors c'est pas du tout, ne rêvez pas, c'est pas du tout Rio ou São Paulo, c'est Uberlandia. Vous mettez le milieu du Brésil, je suis là. C'est l'état du Minas Gerais, le sol est rouge parce qu'il y a du fer partout, mais c'est pas grave, on est quand même au Brésil. Et donc là, sur ce projet, on veut travailler parce que le laboratoire avec lequel on travaille, c'est un laboratoire de biomécanique. Et leur but, et ils sont spécialisés dans les tremblements. Maladie de Parkinson, les personnes tremblent. Et donc, on voudrait essayer de voir si on arrive à faire des modèles mathématiques pour, si jamais on détecte un début de tremblement qui va s'attacher peut-être à un futur Parkinson, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Donc, pour faire ça, on a développé un jeu vidéo qui permet de piloter, puisque bille, une abeille. Donc, l'abeille, elle va butiner, elle va déposer ça dans sa ruche, etc. Donc, ils ont développé, ça c'est les Brésiliens qui ont fait ça. Donc, on pilote l'abeille, la mission d'aller là où c'est vert pour pouvoir aller butiner. Et comment est-ce qu'on contrôle l'abeille? Et donc, on a développé un capteur qu'on pose comme ça sur la main. Et donc, ça permet de détecter en fait les différents mouvements de la main. Alors, c'est très, protocolaire. Hein. Au Brésil, on ne peut pas s'amuser à faire ça, c'est pas possible. Donc là, on sait haut, bas. Il faut imaginer que c'est un Parkinsonien. Hein. Donc déjà, il faut qu'il soit vraiment hyper concentré pour arriver à se contrôler. Donc lui, il va bien faire son mouvement, mais il aura tous les tremblements. Donc comme ça, la fermeture de la main et la possibilité de pincer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il y a des capteurs. Et donc, en situation, ça c'est une personne atteinte de Parkinson. Et donc là, c'est les tests au Brésil où elle a la main et elle essaye. Alors ça, c'est le gant version 1. Donc moi, je travaille plutôt en fait sur la partie mécanique de ça. On a développé, du coup, c'était il y a 2 ans, quand on y est allé, on a refait justement la version que vous avez vue juste avant, avec l'impression 3D, parce qu'en fait, les laboratoires en biomécanique, qui sont très forts en théorie, ils ne savent pas réaliser les choses. C'est souvent le problème, quoi. Qui va construire ça? Donc là, on fait appel à nous. Donc voilà, par exemple, pour le projet qu'on fait actuellement. Alors, clairement, par rapport à ce que je vous ai dit, là, c'est vraiment ça, quoi. Chercher des solutions tout le temps. Des fois à court terme, des fois à très long terme, ça dépend de ce qu'on doit faire. Mon but, c'est quand même toujours de partager, de communiquer ce qu'on fait, parce que sinon, ça ne sert à rien. Hein. Je peux développer la meilleure chose, mais si personne n'est au courant, ça ne sert à rien. Voilà. Apprendre, toujours apprendre, ça c'est sûr, et du coup, à transmettre son savoir, et expérimenter. Moi, en recherche appliquée, si je n'expérimente pas, ça ne me sert à rien du tout. Ça, c'est mon côté à l'origine de vouloir construire des choses. Le droit à l'erreur, on en a parlé tout à l'heure. C'est un petit peu l'avantage des enseignants-chercheurs, c'est qu'on peut se tromper. De toute façon, je dis à mes étudiants, si tu n'étais pas trompé, c'est que ce n'était pas intéressant. Il faut que tu apprennes à te tromper, c'est là que tu vas apprendre aussi. Et travailler en équipe, complètement différent d'être seul. Seul, c'est facile. Je suis champion du monde, je suis tout seul. Voilà. Donc, être confronté aux autres, en fait. Et l'investissement, clairement, en gestion-administration, faut faire avancer un peu le schmilblick, participer, en fait, à l'institution, ce qui fait qu'en fait, au final, on a plusieurs vies, quelque part. Bon, le seul avantage, c'est que c'est pas monotone. Ça, c'est sûr. Tous les jours, on pense que c'est bon, on va y arriver. Mais non, tous les jours, il y a un truc en plus. Et des fois, c'est même de pire en pire. Mais voilà, de temps en temps, on a quand même des moments de bonheur, notamment avec les étudiants, parce qu'on arrive à mener quand même des projets, quoi. Non, faut pas rire, là. Voilà, je vous remercie.